Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant un petit peu du photon et des états de polarisation. Alors, si on veut décrire un photon, de quoi a-t-on besoin? On a besoin d'abord de décrire sa direction. On peut aussi décrire sa longueur d'onde ou sa fréquence. Les deux peuvent se décrire ensemble en donnant simplement l'état d'impulsion du photon. Avec l'impulsion, on a la direction et en même temps on a sa longueur d'onde et sa fréquence et son énergie, puisque tout est lié par les relations que nous avons vues. Donc l'impulsion suffit à décrire le photon. Mais il faut tenir aussi compte d'un effet que l'on connaît en électromagnétisme classique, c'est la polarisation d'une onde électromagnétique. Donc, les équations de Maxwell, la théorie électromagnétique, nous apprend que la lumière, ou une onde électromagnétique, a deux états de polarisation, qu'on peut considérer comme une base, parce qu'on peut aussi les combiner, nous allons voir ça. Donc, pour une onde électromagnétique qui se propage, on va dire que l'onde électromagnétique se propage dans la direction Z. Elle est composée d'un champ magnétique et d'un champ électrique qui oscillent, tous les deux, en phase. Et le champ électrique en particulier oscille dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation Z. Mais il peut se propager, il peut vibrer, soit, on va dire, horizontalement, que nous allons appeler direction X, il peut aussi osciller verticalement, on appelle direction Y. Donc, le vecteur garde la même position, par exemple toujours vers Y, verticalement, mais son intensité diminue et augmente périodiquement. Si une onde électromagnétique a un champ électrique qui oscille dans une direction bien précise, on parle d'une onde polarisée. Donc elle peut être polarisée selon X ou selon Y. Mais on pourrait dire, tiens, pourquoi pas sur un angle quelconque? En fait, si on peut combiner les deux polarisations ici, faire X plus Y en une certaine proportion, on obtient alors une onde polarisée dans une direction quelconque, tant qu'elle reste perpendiculaire à la direction de propagation. Si de plus, on fait X plus Y déphasé de 90 degrés, donc Y est déphasé de 90 degrés, on additionne les deux, on obtient une situation où le champ électrique tourne autour du temps, en même temps que la propagation. On parle alors de polarisation circulaire. Supposons maintenant que nous ayons un photon seul, isolé. Il se propage avec une certaine impulsion P, dans une direction précise, qu'on considère comme fixée. Comment parler de polarisation? Ici, pour un photon seul, une particule, il est assez difficile de parler de champ électrique, qui est une notion classique. Donc, on ne peut pas vraiment parler de direction d'oscillation du champ électrique. Toutefois, une onde électromagnétique est formée de photons. Donc, il doit y avoir quelque chose d'analogue. Il doit exister, en quelque sorte, deux sortes de photons. Les photons X et les photons Y. Donc, on peut représenter le photon comme un système à deux états, X et Y, correspondant à une onde électromagnétique polarisée selon X ou selon Y. Et en ignorant le reste de l'état, c'est-à-dire qu'on considère, comme je l'ai dit, une direction, une impulsion bien précise, un axe Z bien déterminé. L'état de polarisation peut donc être décrit par un système à deux états pour le photon.
Alors, le verre dit Polaroid est assez particulier dans la mesure où il peut filtrer la polarisation d'une onde électromagnétique dans une direction déterminée. Par exemple, si on place un verre Polaroid ici qui filtre dans la direction X et qu'un photon arrive polarisé dans la direction X, donc un état X, ou un onde électromagnétique polarisé dans la direction X, tout passe. Si au contraire, il est polarisé verticalement, le Polaroid bloque l'onde électromagnétique, elle est absorbée par le Polaroid. Un autre objet important, c'est le cristal de calcite. Celui-ci a la particularité d'être dit birefringent. Donc un rayon lumineux qui arrive sur lui est divisé en deux rayons. Et chaque faisceau est polarisé X et Y. Donc c'est une particularité de la calcite. C'est un peu analogue aux expériences de Stern-Gerlach que nous avons décrites, où on séparait les particules grâce à leur moment magnétique. Ici, le photon n'ayant pas de charge électrique, il n'a pas de moment magnétique. Mais on peut obtenir l'analogue d'une expérience de Stern-Gerlach en séparant les faisceaux avec un cristal de calcite. Et donc, tous les raisonnements et les expériences, y compris des expériences réelles, peuvent se pratiquer comme avec les expériences de Stern-Gerlach en utilisant ici un cristal de calcite. Un autre effet qui sépare les faisceaux, c'est la réflexion. Quand de la lumière se reflète sur une surface réfléchissante, elle a tendance à se polariser. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Quand vous conduisez, qu'il y a du soleil, beaucoup de soleil, qu'il y a des surfaces réfléchissantes comme des flaques d'eau, ou un lac, ou des rivières, ou la carrosserie d'un autre véhicule, vous pouvez parfois être ébloui par la lumière. On utilise alors, par exemple, des lunettes dites Polaroid. On utilise des verres qui sont polarisés. Et ils sont créés de façon à laisser passer la lumière polarisée horizontalement. Une lumière réfléchie sur une surface horizontale ayant tendance à être polarisée verticalement, elle va être bloquée par les verres des lunettes, ce qui diminue les éblouissements. Beaucoup de systèmes anti-éblouissement sont basés sur ce procédé. Par exemple, les phares des voitures, lorsqu'ils sont émis directement, ne vont pas dans vos yeux, ou pas beaucoup. Quand c'est une voiture qui vous croise, parfois on est un peu ébloui. Mais la plupart du temps, les faisceaux vont droit devant le véhicule s'ils sont bien réglés. Ce qui est vérifié au contrôle technique. Mais cette lumière peut aussi se refléter et être gênante. Certains pare-brises possèdent un apprêt, donc une fine couche, qui filtre la lumière polarisée, de manière à éviter d'être ébloui par ces reflets qui sont polarisés. Alors, voilà pour le Polaroid qui va filtrer nos états. Considérons maintenant un Polaroid qui est incliné d'un angle θ. Donc on le fait tourner perpendiculairement à l'axe Z, d'un angle θ. Donc on a nos axes X et Y. Donc ici, on regarde le photon de face. Et on va avoir un Polaroid qui est incliné d'un angle θ. Et on va appeler les axes X et Y de ce Polaroid incliné, on va les appeler X' et Y'. Lorsqu'un photon sort du Polaroid prime incliné, il est dans l'état X'. S'il était dans l'état Y', il serait totalement filtré.
Donc quand il sort de là, il est dans l'état X'. Comment exprimer X' en fonction de X et Y? Eh bien là, on a deux choses qui nous guident. D'abord, la polarisation classique, décrite par les équations de Maxwell, est décrite par la direction du champ électrique, qui est un vecteur. Et on peut donc considérer que les relations entre les différents axes pour le champ électrique sont des relations vectorielles. Pour le photon, nous savons qu'il est de spin 1, et donc il s'agit d'une particule vectorielle. Son spin se comporte aussi comme un vecteur. Donc on s'attend à avoir une relation donnée par la trigonométrie tout à fait classique pour les vecteurs, cosinus θ x plus sinus θ y. Soit maintenant notre photon X', qui arrive sur un polaroïde qui est orienté normalement, c'est-à-dire selon l'axe X, pour filtrer uniquement l'axe X. Quelle est la probabilité que le photon X' passe à travers ce polaroïde? Eh bien, il passera s'il est dans l'état X. Donc, il suffit de calculer l'amplitude X', et elle est donnée directement par ceci, cos θ x plus sin θ xy. X et Y forment une base, donc ceci est égal à 1 et ceci égale 0. Donc le résultat, c'est simplement cosinus θ. Et donc la probabilité que le photon passe à travers le polaroïde X, s'il est dans l'état X', si le photon est dans l'état X', la probabilité est simplement le carré de ceci, cosinus carré θ. Par exemple, si cos carré θ égale 1 quart, c'est un exemple bien sûr, s'il vaut 1 quart, ça veut dire que le photon aura une chance sur 4 de passer à travers. Que nous dit la théorie classique? La théorie classique, elle dit que si on a X et Y, X', elle nous dit que la lumière qui sort du polaroïde X' est orientée, polarisée, selon la direction X'. Donc son champ électrique est orienté comme ceci. C'est un vecteur, il a une composante horizontale, une composante verticale. Et le deuxième polaroïde, lui, ne laisse passer que la direction X, c'est-à-dire il ne laisse passer que la composante horizontale. Or, ceci, c'est donné par un trigonome, E fois cosinus θ. De plus, la théorie de Maxwell, et l'expérience bien sûr, nous dit que l'intensité d'une onde électromagnétique, elle est proportionnelle au carré du champ électrique, ou du champ magnétique d'ailleurs. L'intensité, donc la quantité d'énergie transmise par l'onde électromagnétique, est donnée par le carré. Donc l'intensité de l'onde est E carré au départ, et une fois filtrée, elle est E carré fois cosinus carré θ. Cos carré θ est un nombre inférieur ou égal à 1. Donc l'intensité est diminuée du facteur cos carré θ. Et c'est là qu'on voit que notre raisonnement vectoriel était correct parce que la mécanique quantique rejoint la physique classique. Supposons qu'on ait une onde électromagnétique polarisée composée d'un très grand nombre de photons. Un grand nombre m de photons. Disons 1 milliard de photons. L'énergie du faisceau, elle est proportionnelle à l'énergie d'un photon fois le nombre de photons. 1 milliard de photons. La théorie classique nous dit que l'énergie est multipliée par cosinus carré θ quand il traverse le deuxième filtre. Par exemple, 1 quart.
25% de l'énergie passe. Et pour les photons, la théorie quantique nous dit le photon a une chance sur 4 de passer. Donc sur les milliards de photons, il y en a environ 250 millions qui vont passer. À quelques-uns près. Il y a une petite fluctuation autour, c'est quantique, c'est probabiliste, mais pour des très grands nombres, 1 milliard, ça n'aime rien du tout. Hein? Rappelez-vous, quelques grammes de matière, ça contient des milliers de milliards d'atomes. Vous allumez la lumière quelques secondes, vous la fermez, c'est des milliards de photons qui sont sortis de l'ampoule. Plus le nombre est grand, plus les fluctuations sont faibles en proportion. Donc on a environ un quart des photons qui sont passés, et donc un quart de l'énergie. La mécanique quantique donne le même résultat que la mécanique classique, que la physique classique, aux petites fluctuations près qui sont négligeables ou inobservables à notre échelle macroscopique. Donc quantique et classique coïncident, notre raisonnement vectoriel était correct. Voilà pour cette petite introduction sur la polarisation. Dans la vidéo suivante, nous allons nous intéresser aux états de polarisation circulaire, dont je vous ai parlé, pour voir à quoi ils correspondent au niveau quantique. Je vous remercie.